Gérard Lebovici s'est éloigné de son rôle d'impresario pour s'engager dans sur une voie de la distribution, puisqu'il il a créé la société 3A. Il était très excité par la création de cette société, et son idée, c'était de créer une espèce de société à l'américaine où des metteurs en scène producteurs seraient autour de lui dans cet immeuble qu'il avait acheté ou loué à Paris, je sais pas. Tant et si bien que ma société, Alexandre Film, a eu ses premiers bureaux dans cet immeuble, c'est-à-dire que bon, c'était modeste, c'était un hôtel particulier. Je crois que nos bureaux, c'était les bureaux qui devaient être la loge du gardien de l'hôtel particulier. Mais pour Diane Curie, c'est moi qui dirigeons cette société, c'était magnifique de faire partie des espèces de familles comme ça. D'autres étaient là, d'autres producteurs, d'autres metteurs en scène étaient autour de lui. Et c'était quelqu'un qui savait passer un enthousiasme et le flambeau d'idées neuves, enfin, quelqu'un de totalement charismatique, qui avait vraiment un poids et une présence dans le cinéma français considérable. Il est venu me voir un jour en me disant, j'ai lu un livre, il s'appelait Quick Change, c'est un polar, lis-le. Et j'ai découvert cette espèce de comédie policière. C'était absolument hilarant, mais vraiment, hein, hilarant. Vraiment, c'était quasiment... on pleurait en lisant le livre, tellement c'était incroyable. Et qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit oui, pourquoi pas. Enfin, j'ai dit oui, pourquoi je ne le ferais pas. Je trouvais qu'il y avait vraiment un rythme, des personnages, un personnage surtout, le héros de ce roman. Non, j'ai pas éloigné cette hypothèse, et donc il m'a dit voilà, Alexandre Mnouchkine, Sania, autre figure du cinéma français. Donc je rencontre Sania, et il me rappelait beaucoup mon père, parce que mon père est d'origine hongroise, donc il y a eu un rapport filial extraordinaire et immédiat avec lui. J'ai aimé ce côté gars d'Europe de l'Est, volubile, embrouilleur, hein, j'ai aimé ce personnage, et j'ai dit ok, banco, allons-y, et on a donc commencé à travailler sur l'écriture de Quick Change, et j'ai fait appel à mon complice, j'allais dire de toujours, mon complice scénariste, qui est Daniel Saint-Amond, avec qui j'avais écrit Le Coup de Sirocco, Le Grand Pardon, Le Grand Carnaval, jusqu'à là maintenant. Et nous sommes mis à travailler. Alors, le problème, c'est qu'il fallait trouver un lieu qui soit compatible avec le récit. Alors, on a cherché Genève, bon, pas très excitant, quoi. Bruxelles, t'es en plein chambardement, la ville était sans dessus dessous, on était en train de construire pour l'Europe, plein de choses, c'était pas très excitant. Paris, oui, Paris, mais enfin j'avais envie d'un truc plus exotique. On a même pensé très très sérieusement à une époque à aller à Dakar. En se disant voilà, une ville francophone, on ne connaît pas, mais on s'est heurté à des problèmes parce que on s'est trouvé, bon, qu'est-ce qui va se passer, la brousse, tout ça, c'était plus du tout le même film. Et j'ai eu la chance, quelques temps avant, d'aller présenter un de mes films à Montréal. C'était Le Grand Pardon, je crois, ou Le Grand Carnaval, je ne sais plus. Enfin bon, j'y suis allé plusieurs fois. Et j'ai beaucoup aimé cette ville. D'abord parce que c'est une ville attachante. C'est une ville très américaine, où on parle français, quoi. Voilà, et ça, c'est très agréable d'arriver, d'être sur les autoroutes à l'américaine, avec des panneaux américains, avec des constructions à l'américaine, et puis au lieu d'avoir stop, on a arrêt sur les panneaux, c'est extraordinaire. Et donc cette ville, je trouvais cette ville assez étonnante. Et j'ai dit à Mnouchkine, à Sania, et si on faisait ça à Montréal? Et ça a été immédiatement un banco, ok, Montréal, et on s'est mis à travailler. On s'est mis à travailler sur l'adaptation, en étant assez fidèle au scénario, enfin plutôt au roman.
en y mettant avec Saint-Amand des ingrédients qui nous étaient personnels. Je raconterai tout à l'heure une des anecdotes qui n'est pas dans le film, enfin bon, et c'est dommage, ça me faisait beaucoup rire. Et puis le scénario a été écrit, et Sania me disait, je crois qu'il faut vraiment le proposer à Jean-Paul Belmondo. À Jean-Paul Belmondo, pour moi, c'était vraiment... dès le départ, c'était l'idée de Mnouchkine. Hein. Je vois sur le tournage de Joyeuse Pâques et je lui apporte le scénario. Voilà, comme fait un metteur en scène qui a envie de tourner avec un acteur, respectueux des conventions, comme on dit. Hein. Et à la suite de ça, Jean-Paul a lu le scénario et il trouvait que, bon, il y avait à retravailler sur une partie du script. La première partie, il l'aimait beaucoup. La deuxième partie, il trouvait qu'il disparaissait un petit peu. Avec plus d'expérience, avec un peu plus de poids, je me serais plus battu, c'est-à-dire en le faisant prévaloir qu'il faut des passages de relais dans les films. Bon, là, je ne savais pas bien encore, hein, et puis j'avais envie de tourner avec Jean-Paul, quoi. Donc, on a parlé avec Mnouchkine et il nous a dit le mieux, ce serait de travailler avec Francis Weber. Et Francis Weber est arrivé dans cette aventure, et là, ça a été une grande leçon de scénariste. Et chaque jour, avec Saint-Amand, on était un cours magistral. C'était extraordinaire de le voir travailler. C'était une... Bon. Il a transformé le scénario. Je regrette de la façon dont il l'a trop transformé, mais bon, c'est comme ça. À une époque, on n'a pas... À cette époque-là, j'avais peut-être pas le recul nécessaire. Il a fait un travail formidable, en abandonnant un certain nombre de choses, bon, abandonné, mais pas totalement, puisque ça s'est retrouvé dans les compères, et c'était bien, quoi, de le retrouver par la suite, parce qu'il y avait des bons ingrédients. Mais bon, sur ce film-là, il fallait donner satisfaction à l'acteur principal, et c'est ce que nous avons fait en écrivant ce film qui s'intitulera Hold Up, et on doit ce titre à Diane Curis, parce qu'on ne trouvait pas de titre, Quick-Charge, c'était pas possible, Vol à main armée, enfin tout y est passé. Et un jour, Diane Curis me dit et Hold Up. Ben, j'ai trouvé que c'était pile poil le bon titre pour ce film. Alors ensuite, à partir du moment où Jean-Paul Belmondo a accepté le script, les délais étaient passés, c'est un peu plus long, etc. Bon, moi je commençais, j'ai passé quand même 2 ans à écrire ce scénario. Et un jour, je viens voir Sania Mnouchkine en lui disant « Bon, écoutez, Sania, là, ça suffit, c'est trop long, il faut attendre Jean-Paul, c'est trop long. » Et là, il m'a regardé et il m'a dit cette phrase extraordinaire, extraordinaire. C'était un type tellement malin et tellement incroyable. Il m'a dit « Alexandre, pour vous, qu'est-ce que c'est 6 mois? C'est rien, mais pour moi, 6 mois, c'est beaucoup. Pensez à ça. » À cela, qu'est-ce qu'on pouvait répondre face à cet homme qui vous disait une phrase comme celle-là? J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, on va attendre, on va faire le film. Bon, on a attendu Jean-Paul par rapport à son calendrier. Il a fallu constituer la distribution des films. Assez vite s'est imposée l'idée de Guy Marchand pour le rôle son comparse. Concernant Jacques Villeray, ça a été aussi très très vite... J'hésitais entre Jacques Villeray et Jean Benguigui. Bon, Jean-Paul me disait ah, c'est bien, Jacques Villeray. Moi aussi, j'avais envie de travailler avec Villeray en sachant bon, que c'est un acteur absolument incroyable. Concernant le chef de la police, alors là, ça a été une petite discussion parce que nous, avec Saint-Amand, on avait écrit un chef de la police qui nous était plus proche. C'est-à-dire qu'on avait écrit dans un départ, parce que quand j'ai fait mes repérages à Montréal, j'ai découvert que la communauté juive marocaine à Montréal était très très importante et que le chef de la police, un des chefs de la police de Montréal, était un juif marocain. Il s'appelait Malka. Et donc on a écrit un personnage en pensant à lui. Et évidemment, on voulait le donner à Hanin. Hein, on voulait le donner à Roger Hanin, c'était formidable d'en faire un chef de la police. Et je me souviens d'une scène qui n'est plus dans le scénario, et je le regrette beaucoup. Le film démarrait avec des voitures de police qui arrivaient dans une petite maison de Montréal.
Et il y avait une femme, type juif pied noir, assez vieille comme ça, qui ouvrait la porte et le policier disant je pourrais voir Monsieur Malka et elle rentrait dans la salle à manger et elle trouvait son fils qui était attablé et apeuré lui dit mon fils, c'est la police qui est là. Et Anna lui répondait, cette première équipe, mais maman, arrête, je suis le chef de la police, pourquoi tu as peur? Et je trouvais que c'était une scène de démarrage du personnage assez étonnante. Bon, on a préféré choisir, je dis on, c'est la production, préféré choisir quelqu'un d'autre, et mon choix s'est porté sur Jean-Pierre Mariel, avec beaucoup de bonheur, parce que j'ai découvert un personnage absolument incroyable, que je ne connaissais pas, enfin je le connaissais comme acteur, mais dans la vie, c'est un personnage qui a une folie, une présence, c'était exceptionnel. Vraiment, je garde un souvenir du tournage avec Marielle, vraiment un magnifique souvenir. Et concernant la jeune fille, alors là, le problème s'est posé. Qui allait jouer cette jeune fille? On voulait prendre une franco-américaine, entre guillemets. Bon, alors, et c'est de là où on se dit, quel métier on fait, nous les metteurs en scène. C'était extraordinaire parce que j'ai parcouru le monde à la recherche de cette actrice. Je peux vous dire l'itinéraire, ça va vous faire rêver. J'ai commencé à Montréal, donc j'étais dans un hôtel et toutes les plus jolies comédiennes de Montréal passaient me voir, c'était assez agréable. Après Montréal, j'ai été à Toronto, même topo si je puis dire. De Toronto, j'ai été à Los Angeles, même chose, une suite dans un hôtel et des filles qui arrivaient, des actrices les unes. C'était incroyable. Et bon, c'est là où j'ai rencontré l'actrice qui allait jouer le rôle. De Los Angeles, je trouvais pas encore mon bonheur. New York, même chose. Et là, je rencontre Jennifer Beals, qui venait de faire Flashdance, avec qui j'ai un contact formidable. La production n'en a pas voulu. Je dis la production parce que, encore une fois, j'étais metteur en scène. Hein. Il fallait vraiment une espèce d'accord consensuel. La production n'en a pas voulu. Mais moi, elle m'avait laissé une impression formidable. Et quelques années plus tard, en faisant le Grand Pardon numéro 2 à Miami, j'ai renoué contact avec Jennifer Beals et elle a été dans le film. Donc New York, après New York, Londres, où j'ai rencontré des actrices formidables, de Londres à Rome et de Rome à Paris. Quel métier. J'ai évité Madrid parce qu'on m'a dit que c'était pas la peine de faire venir les Espagnols, on les a fait venir. Et puis les pays scandinaves aussi, on me les a envoyés, j'y suis pas allé. Donc j'ai vu des actrices en veux-tu, en voilà. Et il y en a une qui a été très maligne parce qu'évidemment on faisait une vidéo et chacune faisait une vidéo et je devais présenter cette vidéo non seulement à la production, mais également à Jean-Paul. Et elle a eu un truc très très malin, elle a fait un petit message à Jean-Paul et ça a emporté le morceau, quoi. Ma rencontre avec Jean-Paul, évidemment, bon, ça a été une formidable rencontre parce que d'abord c'est un acteur comment dire, c'est un véritable acteur qui a, d'abord, quand il joue, c'est un tel bonheur de le voir jouer. Il a un tel plaisir à jouer les scènes que vraiment pour un metteur en scène, c'est du pain béni, quoi. Bon, avec une souplesse formidable et à l'écoute du metteur en scène, très respectueux du metteur en scène, mais vraiment, la star qu'il est était vraiment comme un acteur débutant, hein, au service d'une histoire, au service d'un metteur en scène. Et je veux dire que mes rapports avec lui ont été formidables. Concernant ce tournage à Montréal, on a choisi une option qui est une option très difficile au cinéma. C'est que tout le film se passait en un jour. Donc, vous savez, le tournage débute en juin. Non, c'est peut-être un peu plus tôt, je crois qu'il a débuté en avril. On a le choix. Ou on dit, il fait des nuages, hein, c'est nuageux, et alors il faut des nuages tout le temps, ou il faut du beau temps. Et on a choisi l'option ciel bleu. Bon, c'est une option. C'est plutôt plaisant, mais quand on est au Canada, qu'on est au printemps, cette option, c'est assez aléatoire. Et c'est vrai que le film a tardé énormément dans
dans sa production. Non pas la première partie, parce que toute la première partie se passe sur une place, face à une banque et dans la banque. Donc dès qu'il faisait mauvais, boum, on rentrait dans la banque, on était en intérieur. On n'a pas pris de retard sur la première partie, au contraire, ça a été plutôt assez plaisant. Pour parfaire à cette vision très particulière de l'Amérique, etc., on a construit un décor absolument grandiose et inutile. je ris parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je ferais la même chose. Grandiose parce que le pont Jacques-Cartier, le fameux pont Jacques-Cartier, était trop loin pour être à l'image face à cette place. Et comme la moitié du film se passait sur cette place, je trouvais qu'elle était un peu vide. Qu'à cela ne tienne, Poveda et Tony Aigri, décorateurs du film, ont décidé de ramener le pont Jacques-Cartier sur la place. Donc on a construit un pont absolument gigantesque sur cette place, qui n'avait d'utilité que d'être un décor, et pas autre chose que... Il n'y avait aucune action. Bon, j'ai essayé de trouver des actions dessus, mais c'était absolument incroyable. Ça a été la curiosité des Montréalais pendant tout le tournage, venir voir ce pont suspendu sur cette place, avec ses poutrelles métalliques, etc. C'était incroyable. Donc on a tourné sur cette place longtemps, beaucoup, puisque c'est la moitié du film, en alternance. Donc le problème de temps n'a pas joué. Mais dès que le hold-up était réalisé et que c'était vraiment cette course-poursuite pour aller jusqu'à l'aéroport, là on s'est heurté à des problèmes de météo incroyables, avec des alternances de pluie, des moments où on était obligé d'attendre que la pluie des heures entières. Enfin, ça a été pénible, difficile, parce qu'on a dépassé énormément le tournage, que le tournage n'en finissait plus. Et il me vient à l'esprit une anecdote qui est un peu longue à raconter, mais elle est significative des choses, des aléas d'un tournage où tout prend des allures absolument incroyables. Il y a à un moment donné le taxi de Villeray qui est intercepté dans le scénario par un motard, à qui il demande des papiers. Donc, premier plan, je tourne le plan à l'intérieur de la voiture avec le motard qui les regarde. C'est un plan très difficile à faire, c'est que le motard doit venir se placer. Enfin, c'est très pointu. Je tourne cette séquence qui était vraiment difficile à faire. Le lendemain, on se donne rendez-vous à un endroit, et magnifique, ce jour-là, un ciel extraordinairement bleu, pas un nuage. Et je dis, c'est magnifique, là on va tourner et engranger des séquences. J'étais vraiment heureux. 7 heures du matin. Où sont les motos? Elles arrivent. Bon. Alors j'installe mon premier plan, une espèce de travelling comme ça. Bon. Je répète le plan. Les motos, elles arrivent. Bon. J'installe le deuxième plan, toujours en prévision de pouvoir enchaîner. Alors j'installe le deuxième plan, en mouvement, etc. On répète. Où sont les motos? Elles arrivent. Bien, on se retrouve donc, il est rendez-vous 7h, il est déjà 9h30, toujours pas de moto. Bon, j'ai dit, attendez messieurs, là il y a un problème. Où sont ces motos? Je ne peux pas faire mes plans extérieurs si je n'ai pas la moto de la police. C'est le sens même de la réunion des producteurs, etc. Écoutez, on ne trouve pas les motos, on va tourner avec les voitures de police. J'ai dit, mais attendez, j'ai tourné la moto hier. À moins qu'il y ait un coup de baguette magique, changer la moto en voiture, c'est impossible. Ça veut dire que je suis obligé de retourner le plan de... Boum, 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 il se passe de là. On tourne la voiture, on ne sait pas où sont les motos, on ne va pas gâcher la journée. Ce que je comprends aussi. D'accord. Donc on est obligé de refaire le plan très difficile de la veille. Je me mets en place pour le premier plan avec une voiture de police. Une voiture de police qui ne nous appartenait pas, qui était la police montée de l'autoroute. Juste avant le tournage, j'ai un doute. Je viens voir le directeur de production et je dis, attendez, est-ce que vous avez l'accord de la police montée pour qu'on tourne cette voiture? Pas de problème, on a appelé le colonel ou le capitaine, je sais pas, il n'y a pas de problème.
Bon, très bien. Je tourne le premier plan, j'amorce le deuxième plan. Stop! Quoi? C'est interdit de filmer cette voiture. Mais attendez, je vous ai posé la question, c'est pas possible, vous allez me rendre fou. Je vous ai posé la question. Pendant toute cette discussion, les motos arrivent. Il est quand même 12h30, hein? Donc ma journée magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence tout. On n'a plus la voiture de police, enfin bon, on s'est retrouvés. Donc j'ai décidé de ne pas recommencer tout, j'ai réglé le problème moi-même. J'ai été voir la personne qui conduisait cette voiture. Je lui ai dit, écoutez, on ne filme pas votre voiture. Restez en protection. Et très discrètement, j'ai mis dans ses mains quelque chose qu'il ne pouvait pas refuser. Il m'a dit, ah bon, c'est juste pour protéger le véhicule de tournage. J'ai dit, absolument pour protéger le véhicule de tournage, ça sent très bien qu'il était à l'image, et on a pu finir la séquence comme ça. Mais des anecdotes de ce type sur ce tournage, il y en a eu de multiples, mais celle-là, elle est la plus éloquente. La partie, comment dire, cascade, qui a pris énormément de temps, et le réalisateur de deuxième équipe était Rémi Julienne, et je dois dire qu'à ce moment-là, pour un metteur en scène, c'est très très long et très pénible de passer des semaines et des semaines à filmer des roues et des... Bon, les cascades sont superbement faites, hein, elles sont très audacieuses, très... Enfin bon, c'est pas ce qui me plaît le plus au cinéma, d'autant plus qu'il y avait quelqu'un qui s'en occupait très très bien. Et là, j'en arrive à cette anecdote pas un peu, qui aurait pu être excessivement dramatique. C'est-à-dire que nous avions, pour vous décrire la scène, la voiture de Jean-Paul est accrochée à une dépanneuse et Jean-Paul sort de la voiture, veut arriver jusqu'à la cabine du chauffeur qui les a kidnappés. Et le plan, c'était de voir apparaître la voiture, donc la dépanneuse tractant la voiture, arrivant sur une place et percutant une espèce de montagne de sel, hein, qui a été préparée. Donc il y avait une pellicule de sel et le camion rentrait dans le sel et le chauffeur était prisonnier de ce sel, ce qui permettait à nos héros de pouvoir partir. Quelques caméras, je crois 4 ou 5 caméras pour cette cascade, ce qui est assez importante. La situation est simple, une esplanade sur le port, le tas de sel et une grande flaque d'eau au milieu. Et le plan prévu par Rémi Julienne, c'est que le camion contournait la flaque d'eau pour aller percuter. On répète, ça me semble bien. Et je vais voir Rémi Julienne et je lui dis est-ce que ça serait plus joli, enfin si c'est possible, que le camion pénètre dans l'eau, parce que ça ferait une espèce de gerbe d'eau, et puis d'abord ça irait un peu plus vite. Et est-ce que si c'est possible, évidemment c'est sous sa responsabilité, c'est une cascade assez importante. Il en accepte le principe, il donne des instructions au chauffeur qui est dans le camion, et il change la trajectoire. Jusque-là, rien de bien méchant, au contraire, je crois que Jean-Paul n'était même pas prévenu de ce changement d'itinéraire, mais infime, c'est-à-dire au lieu de passer à côté d'une flaque d'eau, passer dans la flaque d'eau. La seule chose, c'est que personne n'a été sonder cette flaque d'eau. Une flaque d'eau est tout à fait plane, hein, quand on la regarde. Il n'y a aucune indication du terrain en dessous. On est sur un terrain, c'est un terrain. Le problème, c'est qu'il y avait un trou. Et que personne n'a été vérifié s'il y avait un trou ou pas. Donc, on tourne la séquence. Et pour vous expliquer la situation, la voiture arrive, le camion arrive sur la flaque. À un moment donné, trouve le trou. Donc, la voiture fait ce mouvement. Forcément, derrière, ça remonte. Et la voiture, en revenant sur le trou, fait ce mouvement, et forcément la voiture derrière fait ça. Donc dans ce mouvement-là, alors que Jean-Paul était accroché aux chaînes en se tenant pour ne pas tomber, effectivement dans ce moment-là, il a cogné sa tête sur le, je ne sais pas comment ça s'appelle, le machin, la poulie du camion qui tractait.
j'ai cru que ça a été très très grave. Parce que le choc a été d'une grande violence. Et c'était terrible, quoi. On s'est approché et heureusement que la blessure n'a été que superficielle. Et Jean-Paul s'en est tiré avec quelques points de suture et une aventure qui aurait pu être dramatique. Ça a été une anecdote qui nous a fait tous très très peur et qui a jeté vraiment un effroi, si je puis dire, sur ce tournage. Voilà, le film se termine avec beaucoup de retard et on se retrouve à Paris, à Rome, on finit le film. Malheureusement, cette période de montage est liée à une période difficile de ma vie puisque c'est la naissance de ma fille avec des problèmes terribles. Et j'ai dû affronter mes problèmes personnels en même temps que les problèmes de montage. Heureusement que les choses sont rentrées dans l'ordre et ce sont des mauvais souvenirs, mais ils ont quand même touché énormément cette période de finition du film. Et le film est sorti. Aujourd'hui, quand on parle de ce film, évidemment, Jean-Paul Belmondo déguisé en clown, avec des petits ballons et une fumée sortant de son chapeau, reste une image, une des belles images de Jean-Paul dans sa filmographie et qui a marqué, je crois, sa carrière. Et je dois dire que, en ce qui me concerne, je garde un souvenir très attachant du tournage de ce film, même si ce film me ressemble peut-être le moins, puisqu'après j'ai abordé vraiment que des sujets qui m'étaient proches. Je garde de ce tournage d'abord le plaisir d'avoir tourné avec Jean-Paul Belmondo et avec tous ces autres acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Le plaisir d'avoir accompagné une grande personnalité du cinéma qui aujourd'hui n'est plus là et j'ai vraiment une pensée très émue pour Alexandre Mnouchkine, qui a été une figure marquante dans notre cinéma français. Et puis également une pensée pour Gérard Lebovici, qui a disparu tragiquement comme ça. Alors c'est bizarre de terminer avec une note triste pour parler d'une comédie, mais le film est là et puis les souvenirs aussi. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Le voleur? Le directeur? Enchanté. Écoutez, jeune homme, la police sera là dans 30 secondes. Elle a été formidable, hein? Elle-même, tu sais. Elle et moi, c'est pour la vie. Je pars avec toi ou je ne pars pas? On vient de piquer 2 300 000 $. Et il faut quitter le pays. Si je peux me permettre, monsieur, on n'a peut-être pas intérêt à le brusquer, on sait pas du tout de quoi il est capable. Oui, j'ai passé l'âge d'avoir peur des clowns, alors gardez vos conseils pour vous. Tu m'entends, clown? Ça va marcher parce que je suis un Chine. Alors, ce type est fou, normal. Personne ne me traite de fou! Est-ce que c'est compris? Hein? Qu'attendez-vous de nous? 350 000 $. Jérémy a raison, il peut demander 12%. 15. Espèce d'escroc! Accrochez-vous! Pas de doute, il fait le con.
On est dans une banque. C'est pas un hold-up. Baissez les bras. Hold up, this is a